Bonsoir amis et amises. Donc ce soir c'est le temps d'un pastaga. Santé. Petit pastis de Montréal. Très très bon. Donc ça va être un peu la même formule qu'hier soir. Donc l'idée aujourd'hui c'est que je vais peut-être un peu moins parler puis un peu plus lire. En fait j'en sais rien. Mais en fait ce dont j'avais envie de causer ce soir c'était cette idée de flux qui pose problème notamment dans notre situation où nous sommes obligés de l'arrêter. Et c'est là où on se rend compte que nous sommes en fait pris toujours dans une espèce d'activité qui est autophage, c'est-à-dire qui se dévore elle-même, qui se nourrit elle-même et se dévore elle-même. Et cette activité, en fait, on ne peut pas l'arrêter. C'est le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que là, les gens sont à l'arrêt, plus ou moins, mais on essaye quand même de maintenir l'activité coûte que coûte, parce que c'est une espèce d'obsession étrange, je dirais. Mais c'est vraiment un fondement total, c'est le fondement finalement, le fondement de nos sociétés, c'est une activité continue. Ça peut paraître très basique de dire ça, mais c'est important de le noter, parce que c'est quelque chose qui est assez grave, justement. Parce que l'activité continue, ça veut dire qu'en fait, fondamentalement parlant, on n'est jamais vraiment à nous-mêmes, on n'est jamais vraiment dans une forme de tranquillité ou de sérénité, puisque de toute façon, on est tout le temps sollicité par quelque chose, par quelqu'un, tout le temps. Donc c'est ça qu'il faudrait un peu essayer de réviser quand on pense à un avenir, quand on pense à un devenir humain de l'être humain, ou quand on pense à une transformation, une métamorphose au sens étymologique de la forme d'après. euh, il faut couper ce flux, il faut le fragmenter. Le but des politiques qui seraient des politiques avisées serait de parvenir à fragmenter le flux et de faire en sorte que cette fragmentation change finalement le modèle social, change un peu tout, au lieu de courir partout tout le temps et d'être toujours finalement hors de nous-mêmes d'une certaine façon, ben, on pourrait essayer de changer la donne. Mais ça c'est vrai, j'ai remarqué que sur Facebook il y avait pas mal de gens qui partageaient des pensées de Pascal, notamment cette pensée qui dit que le grand malheur de l'humanité, c'est de ne pas pouvoir rester entre quatre murs tranquillement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans ce contexte-là. Ça devient de plus en plus difficile de rester tranquille, méditatif. Je veux dire, non, il faut toujours être occupé, il faut toujours être dans l'activité, voire dans l'agitation. Des fois, on confond d'ailleurs les deux. Mais c'est parce qu'en fait, il y a une tendance, une aspiration, j'ai envie de dire, du système. Le système nous aspire dans le flux, et si on reste hors du flux, ben on est tout simplement à côté de la plaque, je veux dire. C'est l'itinérance, c'est la marginalisation, c'est ça qui est très grave. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment pris dans quelque chose, et là, c'est là qu'on s'aperçoit justement aujourd'hui, où on est tous obligés d'être en recul finalement, que c'est vraiment problématique. C'est-à-dire que quand ça s'arrête, ou quand ça fait semblant de s'arrêter, parce qu'en fait ça ne s'arrêtera jamais tout à fait, parce que c'est impossible, ce serait la société qui s'effondrerait sur elle-même finalement. Moi je pense que ce serait un bien que ça s'effondre, mais c'est ça là, c'est-à-dire non, non, on peut pas s'arrêter, c'est pas possible de s'arrêter, il faut que le flux continue. Donc voilà, c'était ça l'idée aujourd'hui. J'ai pas trop de choses à dire à part que le pastis est excellent. Mais pour exemplifier un peu cette pensée, là, j'ai un texte tiré d'un livre de Walter Benjamin, ses écrits sur Baudelaire. Euh, c'est pas un texte de Walter Benjamin, c'est un texte de Marx que Benjamin cite et qui me semble intéressant justement dans cette optique du flux et de la simultanéité. Il ne faut pas oublier qu'il y a cette idée aussi, notre monde est un monde de simultanéité. Donc Walter Benjamin, je ne le présente pas, comme je disais, je ne présente pas les auteurs, la seule chose que je puisse dire c'est lisez-le parce qu'il est vraiment capital. C'est un penseur du nihilisme, ça c'est sûr et certain, avec Heidegger et Nietzsche. Entre autres, oui, il est vraiment extraordinaire à beaucoup de points de vue. Mais là, c'est pas lui qui parle, c'est Marx. Donc, je vous cite le texte. Donc, c'est Marx au Capital, dans le Capital, livre 1, page 344. Chaque machine partielle fournit à celle qui la suit
sa matière première. Et comme tout fonctionne en même temps et de concert, le produit se trouve ainsi constamment aux divers degrés de sa fabrication et dans la transition d'une phase à l'autre. La machine d'opération combinée, qui forme maintenant un système articulé de différentes machines-outils et de leurs groupes, est d'autant plus parfaite que son mouvement d'ensemble est plus continu. C'est-à-dire que la matière première passe avec moins d'interruptions de sa première phase à sa dernière, d'autant plus donc que le mécanisme, et non la main de l'homme, lui fait parcourir ce chemin. Donc, si le principe de la manufacture est l'isolement des procès particuliers par la division du travail, celui de la fabrique est, au contraire, la continuité non interrompue de ces mêmes procès. Donc l'idée de continuité est très importante, avec l'idée de simultanéité, et c'est bien là-dedans qu'on est dans une forme de société. Nos sociétés sont des sociétés de la continuité et de la simultanéité. Le monde est devenu simultané. Donc ça, c'est très grave, bien entendu. Deuxième chose, le fait d'être dans nos maisons, dans nos environnements familiers, doit nous amener à réfléchir sérieusement et à nous dire où est le sens des choses. Où est le sens des choses? Est-ce que le sens des choses, c'est de se projeter toujours, là je reviens encore à Pascal, c'est-à-dire ne jamais pouvoir être dans le présent et de se projeter toujours demain, après-demain, etc., etc. Ou est-ce que le sens des choses, ce n'est pas de revenir vers nous, vers notre corps, vers la Terre, vers la planète, vers notre sol, finalement? Ce serait plutôt ça. Donc, me semble-t-il, le sens des choses, ce ne serait pas un sens qui serait un sens projectif ou projeté dans des valeurs, des pseudo-valeurs, dans des dieux, dans des métaphysiques, dans des systèmes, dans des idées, etc., etc. Le sens semble être sédimenté à même le monde. Donc ça, c'est important aussi de revenir un peu sur ces choses-là. C'est très important, et c'est ce qui m'amène au second texte, qui va être un peu plus long, qui est un texte de Nietzsche, tiré d'Ainsi parlait Zarathustra, un texte qui s'appelle « Des prêcheurs d'arrière-monde », et qui justement invite finalement le lecteur à la fois à critiquer l'aspect projectif d'une pensée trop rationnelle, et qui invite aussi le lecteur à revenir vers le corps, vers la terre, vers le sol, duquel et desquels nous sommes tributaires en tant qu'êtres humains, je veux dire. C'est une critique finalement des projections hallucinantes ou des projections délirantes qu'une certaine tradition métaphysique, théologique, platonisante aussi, ont fait finalement au travers les époques. Et nous, on est encore dans une société qui est très, 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 très projective. On est encore en train, on fabrique des arrière-mondes qui ne sont plus nécessairement les mêmes, qui ne sont plus nécessairement des arrière-mondes métaphysiques, divins, etc., mais qui sont quand même, qui existent et qui structurent nos existences. Ces arrière-mondes, moi, il y en a un que je trouve qui est très, très, très problématique, c'est le concept de marché. Le marché, c'est un arrière-monde, finalement, qui n'existe que dans une forme de spéculation hyper rationnelle, basée sur le profit, l'argent, enfin, qui est une construction intellectuelle qui est digne, qui est une métaphysique finalement, une métaphysique. Et puis, donc ce texte invite justement à revenir, ce texte est celui qui le suit, qui s'appelle des contempteurs du corps, donc ça je ne veux pas vous le lire, je vais juste vous lire celui qui est intitulé Des prêcheurs d'arrière-monde, Interwelter en allemand. Donc il est un peu long, mais ça vaut quand même la peine, et puis ça vaut la peine aussi de prendre le temps de bien méditer ce que dit Nietzsche, de bien réfléchir, penser avec son corps, revenir à son corps, revenir au centre de gravité de toutes les perspectives, parce que tout part du corps, et tout y revient. Alors, Des prêcheurs d'arrière-monde, c'est la traduction de Georges Arthur Goldschmidt, qui reste pour le moment la meilleure traduction, me semble-t-il. Des prêcheurs d'arrière-monde. Jadis, Zarathustra avait projeté son illusion par-delà l'humanité, comme tous les prêcheurs d'arrière-monde. Le monde alors me paraissait l'œuvre d'un Dieu souffrant et torturé. Le monde alors me semblait un rêve et l'œuvre poétique d'un Dieu, fumée colorée devant les yeux d'un insatisfait divin. Bien et mal, et joie et peine, et toi et moi, tout cela me semblait être quelques vapeurs colorées devant des yeux créateurs. Le Créateur voulut détourner son regard de lui-même, alors il créa le monde. C'est une joie enivrante pour celui qui souffre
de détourner les yeux de sa souffrance et de s'oublier, joie enivrante et oubli de soi-même. Voilà ce que jadis le monde me parut être. Ce monde éternellement imparfait, reflet d'une contradiction perpétuelle, une joie enivrante pour son créateur. C'est ce que me parut être le monde. Donc moi aussi, jadis, je projetais mon illusion par-delà l'homme, comme tous ceux que fascine l'au-delà, par-delà l'homme en vérité. Hélas, mes frères, ce Dieu que j'ai créé était une œuvre humaine, comme tous les dieux. Il était homme, et seulement un pauvre fragment d'homme et de moi-même. Ce fantôme est issu de ma propre cendre et de ma propre incandescence, et en vérité, ce n'est pas de l'au-delà qu'il m'est venu. Qu'arrivera-t-il, mes frères? Je me suis surmonté moi-même, moi qui souffrais, j'ai porté ma cendre à la montagne. Je me suis inventé une flamme plus claire. Et voyez, le fantôme recula devant moi. Ce serait souffrance et tourment pour moi de croire en de tels fantômes. Ce serait pour moi un tourment et un abaissement maintenant. Voilà comment je parle aux hallucinés de l'arrière-monde. Souffrance et inaptitude. Ce furent elles qui créèrent tous ces arrière-mondes et cette courte folie du bonheur que connaît seul celui qui souffre le plus. Une fatigue qui d'un bond veut accéder à l'ultime, d'un bond mortel, une pauvre fatigue ignorante qui ne veut même plus vouloir. C'est elle qui a créé tous les dieux et tous les arrière-mondes. Croyez-moi, mes frères, ce fut le corps qui désespéra du corps, qui tâtonna avec les doigts d'un esprit envoûté le long des murailles ultimes. Croyez-moi, mes frères, ce fut le corps qui désespéra de la terre, qui entendit lui parler le ventre, qui entendit lui parler le ventre de l'être. Et alors, tête en avant, il voulut se jeter à travers les derniers murs et passer le corps entier et pas seulement la tête dans l'autre monde. Mais cet autre monde est soigneusement caché à l'homme, ce monde d'où l'homme est absent, ce monde inhumain, qui n'est qu'un néant céleste, et le ventre de l'être ne parle pas du tout à l'homme, à moins que ce ne soit en tant qu'homme lui-même. En vérité, tout l'être est difficile à démontrer et difficile à faire parler. Dites-moi, mes frères, la plus étrange des choses, n'est-elle pas celle qui est le mieux démontrée? Oui, ce moi, dans toute la contradiction et la confusion de ce moi, c'est encore lui qui parle avec le plus de probité de son être. Ce moi créateur, ce moi qui veut, ce moi qui jauge les choses, qui en donne la mesure et la valeur. Et cet être le plus probe, ce moi, il parle du corps et veut encore le corps, même quand il rêve et s'exalte et volette de ses ailes brisées. Il apprend à parler avec toujours plus de probité, ce moi. Et plus il apprend, plus il trouve les mots pour honorer le corps et la terre. C'est une nouvelle fierté que m'a enseigné mon moi. C'est elle que j'enseigne aux hommes. Je leur enseigne à ne plus mettre la tête dans le sable des choses célestes, mais de la porter haute, une tête terrestre qui donne son sens à la terre. C'est une nouvelle volonté que j'enseigne aux hommes, vouloir ce chemin que l'homme a parcouru aveuglément et le trouver bon, et ne plus s'en détourner furtivement comme le font les malades et les moribonds. Malades et moribonds furent ceux qui méprisèrent le corps et la terre et qui inventèrent les choses célestes et les gouttes de sang rédemptrices. Et qui plus est, ces doux et sombres poisons, c'est dans le corps et la terre qu'ils les puisèrent. Ils voulaient échapper à leur malheur et ils trouvaient les étoiles trop lointaines. Alors ils se mirent à soupirer. Oh, s'il existait seulement des chemins célestes pour se glisser dans une autre existence et un autre bonheur! C'est alors qu'ils inventèrent leurs petites ruses et leurs petits breuvages sanglants. Ils se croyaient désormais délivrés de ce corps et de cette terre, ces ingrats. Et pourtant, à qui devaient-ils le sursaut et la félicité de leur délivrance? À leur corps et à cette terre. Zarathustra est indulgent aux malades. En vérité, ils ne s'irritent pas de leur façon de se consoler ou d'être ingrats. Puissent-ils devenir des convalescents? Puissent-ils être de ceux qui surmontent et puissent-ils se créer un corps d'essence supérieure? Zarathustra ne s'irrite point non plus contre le convalescent, qui tendrement suit son illusion des yeux et à minuit se glisse près de la tombe de son Dieu. Mais ces larmes, pour moi, ne sont rien d'autre que la maladie et le corps malade. Il y eut toujours une foule de malades parmi ceux qui rêvent et désirent Dieu. Ivres de colère, ils haïssent celui qui accède à la connaissance. Ils haïssent avec fureur la plus jeune de toutes les vertus qui se nomme probité. Ils ne cessent de regarder en arrière vers des temps obscurs. Alors, certes, illusion et foi étaient autre chose. Le délire de la raison rendait semblable au Dieu et le doute était péché.
Je les connais par trop bien, ceux-là, semblables à Dieu. Ils veulent qu'on croie en eux, ils veulent que le doute soit péché. Je sais trop bien aussi ce en quoi ils croient le plus. En vérité, ce n'est pas au monde de l'au-delà ni aux gouttes de sang rédemptrice qu'ils croient, mais c'est au corps qu'eux aussi croient le plus, et leur propre corps ils le considèrent comme leur chose en soi. Mais il leur paraît un objet malade, et volontiers ils sortiraient de leur propre peau. C'est pourquoi ils écoutent les prédicateurs de la mort, et c'est pourquoi eux-mêmes se font prédicateurs des mondes de l'au-delà. Écoutez plutôt, mes frères, la voix du corps saint, c'est une voix plus probe et plus pure. Le corps saint parle avec plus de pureté et de probité. Lui qui est parfait, lui qui est bâti au cordeau et qui parle du sens de la terre. Ainsi parlait Zarathustra. Voilà, je vous invite à méditer sur ce petit texte. Puis écoutez, ici tout va bien, on est confinement, apéritif, sport, comme je disais hier. Et puis oui, pensez à vous-même, à prendre du bon temps, à retourner justement vers ce genre de considération, à essayer de plus projeter, à essayer d'être centré un peu sur soi, enfin pas sur soi, Nietzsche ne serait pas d'accord avec cette formulation, mais je veux dire à être en tout cas dans son corps, à devenir une pensée souterraine, plutôt que de toujours être en train de sortir de soi, d'être dans l'activité. L'activité, l'agitation, c'est vraiment les mamelles du capitalisme et du libéralisme auxquels on est tous pendus. Je veux dire, bon, moi je critique ça, mais regardez, je suis derrière un iMac qui m'a coûté quasiment 3000 $. Je veux dire, bon, vous comprenez, on est tous dans des espèces de contradictions performatives. Donc c'est ça. Là. Mais le moment du confinement est quand même un moment important justement pour essayer de réfléchir à tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de le faire. Je vois des choses, bon, sur Facebook, je vois des choses désolantes qui viennent la plupart du temps malheureusement des intellectuels, enfin des pseudo-intellectuels, parce qu'on s'entend que intellectuel, ça veut vraiment rien dire. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de se poser des questions, et ce qui est marrant, c'est que les gens qui se questionnent, et ça je trouve c'est extraordinaire, c'est des gens justement qui viennent de tous les horizons. C'est pas des gens, parce que c'est pas des gens qui sortent des académies, qui sortent des universités, etc., etc. Non, c'est pas ces gens-là qui proposent des solutions. Non, c'est des gens qui viennent de partout, qui sont des artisans, qui sont des musiciens, qui sont des artistes, qui travaillent, qui sont des bouchers, qui sont etc. Et ça c'est très intéressant parce que ça montre en fait aussi, ça c'est très important, et là Nietzsche serait d'accord avec moi, c'est l'aspect complètement caduque de l'université et de l'académie. L'université et l'académie, ça sert à délivrer des diplômes, ça sert à gaver les étudiants comme des oies, mais ça ne sert à rien d'autre. Donc il ne faut pas oublier que il n'y a pas d'une certaine façon, il n'y a pas à craindre quoi que ce soit de l'académisme ou des universités en ce qui concerne notre avenir, parce qu'ils ne feront strictement rien. Notre avenir ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, tous ces gens, c'est de vite retourner poser le cul sur leur chaise, sur leur chair, on va dire, et de continuer à pontifier, etc. etc. Voilà. Ça, c'est très clair. Il faut en avoir conscience que il y a eu des intellectuels importants, on n'en a plus aujourd'hui, plus vraiment, on en a quelques-uns, il y en a quelques-uns. Pas tant que ça. Donc je veux dire, il faut que la pensée vienne d'ailleurs, il faut qu'elle vienne de tout le monde. Voilà. Sur ce, bonne santé, bonne soirée.